Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 invités, 4 débatteurs, un caricaturiste, 3 sujets. Alors, les invités, Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Bonjour. Yves Christen, Jean-Pierre Colombiès, Tariq Dali, bonjour. Messieurs, ravis de vous avoir à bord. Un magnifique caricaturiste qui est aussi un sanguin, un violent, un type qui ne s'en laisse pas compter. C'est Ignace et franchement, vous savez à quel point j'adore son talent. Et on va en juger à la fin de l'émission. Et 3 sujets, allez, on y va. Premier sujet, c'est la retraite. On voit bien que ça ne passe pas, que ça continue. Et je me demande quelles sont les voies pour en sortir. Ça va être le premier sujet, donc. Deuxième sujet, c'est Poutine qui vient d'être, comment dit-on, qui vient... Ah zut, le terme m'échappe. Enfin bref, voilà, c'est ça. Merci messieurs. Qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt au TPI, Tribunal international. C'est vraiment, à la Cour pénale internationale. C'est vraiment quelque chose de très rare. On verra. Ouais, je la refais parce que j'ai vraiment beaucoup savonné. À partir des 3 sujets. Et les 3 sujets, le premier sujet, c'est la retraite. La retraite, décidément, ça ne passe pas, ça dérape, violence, et on va s'interroger sur les voies pour en sortir. Deuxième sujet, c'est le mandat d'arrêt contre Poutine à la Cour pénale internationale, événement rarissime, on en verra les conséquences. Et le troisième sujet, c'est les JO. On voit bien que ça ne se passe pas bien pour le moment, qu'il y a des vraies préoccupations sur les transports, sans doute sur la sécurité, sur les budgets, ça c'est assez habituel. On y reviendra là-dessus lors du troisième sujet. Allez, à tout de suite pour le premier. Premier sujet. Alors, décidément, la retraite, la réforme des retraites, ça ne passe pas. 62 à 64 ans, les Français n'en veulent pas. Est-ce qu'on risque d'aller vers de plus en plus de violence? Ou est-ce que finalement on se dirige vers un délitement progressif et un oubli et on va passer à autre chose? Voilà, c'est ça qui m'intéresse de vous entendre, messieurs, et également de savoir quelles sont les voies de sortie, d'après vous. Qui commence? Yves? Si vous voulez, donc, évidemment, l'avenir est difficile à prévoir, surtout vers le futur, bien entendu. Je crois quand même que si on compare à mai 68, et j'avais 20 ans en mai 68, la situation est quand même plus révolutionnaire maintenant qu'elle n'était à l'époque. D'une part, pour au moins 3 raisons. D'une part, la situation économique, je crois que la France et les Français se portaient plutôt bien en mai 68. Là, l'inflation, etc., etc. Deuxièmement, le président en mai 68 était le général de Gaulle, qui avait connu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, la résistance, par la suite l'OS. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que Macron. Et troisièmement, dans une situation plus ou moins pré-révolutionnaire, ce qui compte, pourrait-on dire, c'est la force virile, en quelque sorte. Dans la France d'aujourd'hui, les éléments de force virile, objectivement, ce sont les Black Blocs, c'est Antifa, etc., les voyous des banlieues et les islamistes. Alors en France, il y a bien quelques identitaires, courageux, etc., mais c'est vraiment une poignée en 68, très différent. En 68, vous aviez des gens qui avaient été dans la résistance à 20 ans en 44, ils avaient moins de 50 ans. Ils étaient au pouvoir, mais il y avait des gaullistes. Chabons, des oui, mais il y avait des gens qui avaient été dans la résistance et qui pouvaient encore se bagarrer, si je puis dire. Il y avait les survivants de l'OS, si je puis dire, qui aussi étaient des costauds, des gens qui avaient une force virile. Il y avait également... il y avait l'armée. Il y avait Bijard, il y avait Massu, enfin, c'est des gens qui avaient fait la guerre. À la limite, il y avait pas la des CGT, guerres humanitaires. Et il y avait aussi la CGT, le Parti communiste, je comprends votre qui raisonnement. représentait, qui était à gauche, mais qui n'étaient pas les gauchistes, qui n'auraient pas laissé faire une révolution. Donc je veux dire qu'il y avait à cette époque-là des armées, enfin des forces très fortes. D'ailleurs, De Gaulle est allé voir Massu à cette époque-là. Hein, des gens qui représentaient une force virile, capable
aujourd'hui, si les Black Blocs poussaient un petit peu plus, on voit mal qu'ils résisteraient, et surtout que les flics, lorsqu'ils résistent, ils ont l'IGPN et on va les foutre au Niouf quasiment. Hein. Donc la situation est quand même assez périlleuse. Jean-Pierre Colombiès, je vous ai vu lever le doigt. Oui, parce que moi j'ai participé à des manifestations parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Vous avez manifesté ou vous avez été dans les forces de police ou les deux? Non, moi j'ai manifesté, j'ai aucune raison d'être parmi les... Je suis à la retraite. Oui, vous êtes à la retraite, on pouvait parler d'avant. Et quand bien même, j'ai jamais fait partie de brigades spécifiques au service. Là où je veux en venir, c'est que donc, je suis allé dans ces manifestations comme observateur d'une part, et un petit peu aussi pour faire acte de présence parce que je considère que la façon dont cette réforme a été menée de manière particulièrement catastrophique. Moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas rentrer dans un débat sur les budgets, les équipes de budget. Je vais rencontrer n'importe quoi, donc je ne vais pas aller là-dedans. Par contre, ce que je peux dire en tant qu'observateur, comme beaucoup de gens du reste, c'est qu'on s'est vite rendu compte que ce gouvernement, la marque de fabrique de ce gouvernement est le mensonge. Et ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, ça fait plus de 5 ans qu'on se rend compte que nous avons droit à des assertions, des affirmations qui sont souvent contredites. Je ne dirais pas le lendemain, mais quasiment. Ce qui est symptomatique, c'est que moi j'y ai vu et entendu une forme de conjonction des colères dans ces manifestations. On ne s'est pas exprimé que contre les retraites, on s'est vraiment exprimé contre un mode de communication et un mode de gouvernance. Et avec un rajeunissement des participants à ces manifestations qui devraient interpeller le président. Parce que bon, on parle du gouvernement, mais enfin le gouvernement... Rajeunissement sans pour autant que beaucoup d'étudiants soient impliqués. Donc vous parlez de jeunes travailleurs quand même pas mal. Il n'y a pas de blocage dans les universités encore pour le moment, mais les jeunes des universités sont... Oui, mais c'est pas comparable à 68 comme ça venait d'être évoqué. Donc il y a un vrai problème. Et de fait, se crée aussi un problème de maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que s'il n'y a demain plus les CRS, les gendarmes mobiles, et on va dire globalement les forces du maintien de l'ordre, il n'y a plus de filtre entre Macron et son peuple. Les gens ne sont pas dupes. Tout le monde se focalise sur Elisabeth Borne. C'est une erreur. Elisabeth Borne, elle est comme les vitres d'une fenêtre, elle est transparente et à travers elle, on voit Macron. C'est ce que disait Victor Hugo pendant pourquoi est-ce différent des autres présidents de la République ? Dans la Ve République, c'est toujours les présidents de la République qui donnent le là. On a l'impression qu'il se complaît dans la confrontation, qu'il cherche le chaos, et il l'obtient. Et ça fait plus de 5 ans que ça dure. Bon, on l'a réélu, les Français l'ont réélu. Pour vous, Jean-Pierre Colombiès, serait un éclair de lucidité du président Macron, et qu'il ait le courage de dire « je me suis trompé, doucement, on met tout ça sur pause ». Je suis d'accord sur le côté provocateur et même gratuitement provocateur de Macron, et puis il joue le chaos pour apparaître comme le parti de l'ordre. Mais je voudrais tout de même faire remarquer que la France n'est pas le seul pays, et c'est pas pour dédouaner Macron, croyez-moi. Hein. La France n'est pas le seul pays à être agité. Il y a la plus grande grève, il y a eu récemment la plus grande grève en Allemagne depuis des décennies. Il y a des troubles sociaux énormes au Royaume-Uni. Et si on prend une vue plus surplombante de ces phénomènes, l'Europe est actuellement massacrée économiquement, financièrement. Ça a été le cas avec le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc., qui a énormément dilaté la masse monétaire en circulation. C'est le cas avec le surcoût énergétique, notamment lié à la crise d'Ukraine et au parti pris européen anti-russe obtus et stupide. Et c'est lié également, plus généralement, et on le voit avec les crises bancaires aux États-Unis actuellement et en Suisse, le Crédit Suisse, et avant ça la banque la Silicon Valley. Il y a une crise générale du système financier par une création monétaire hallucinante depuis 40-50 ans par les banques centrales. Et il y a cette mondialisation qui a laminé le niveau de vie des classes moyennes et moyennes inférieures. C'est une révolte des classes moyennes et moyennes inférieures, ce qui se passe en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs actuellement. Et d'ailleurs aux États-Unis aussi, puisque le trumpisme est né de ça. C'est-à-dire que la mondialisation à tout va, développée à partir des années 80-90, hyper financiarisée, avec un monde binaire, un monde qui consomme et s'endette en Occident, et un monde qui produit et rentre des devises en Chine et ailleurs, eh ben, ça donne aujourd'hui des classes moyennes occidentales massacrées, qui commencent à se révolter sous les formes les plus diverses selon les tempéraments nationaux. Laurent Arthaud Duplessis, pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les voies de sortie. Parce que votre diagnostic me semble très pessimiste. Parce que finalement,
les phénomènes actuels ne seraient pas vraiment liés à la retraite, mais ils seraient liés à des forces extérieures bien plus grandes. Et est-ce qu'il y aurait pour le pouvoir actuel une manière... A été une mèche qui a allumé ça. Et puis la maladresse incroyable de Macron a été effectivement une extraordinaire mèche qui a mis vraiment beaucoup le feu à ça. Mais cela dit, il est clair que le malaise profond des classes moyennes et moyennes inférieures en Occident est très perceptible. Il monte depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, Tariq Dali. Oui, bon, je suis en accord avec tout ce qui a été dit, mais je pense effectivement, comme Laurent, que les retraites, c'est plus le sujet. C'est-à-dire que c'est un détail. Voilà. D'ailleurs, c'est un détail depuis le début. Hein. Moi, j'ai toujours dit, cette réforme, il n'y a rien dedans, c'est pas la peine de... Bon. Et le problème, c'est qu'on est dans la personnalité de Macron. C'est-à-dire Macron... Pour autant, les gens... Tariq, je vous coupe, mais pour autant, les gens qui défilent disent pas, c'est pour rien. Quand ils voient leur retraite 62-64, ils défilent pour des raisons assez précises. J'entends bien, parce qu'on leur a vendu une réforme qui était un truc, la réforme du siècle, la réforme du quinquennat, etc. Ouais. Mais bon, mais si on regarde au fond, si on regarde au fond des choses, il s'arc-boute sur un détail. Pour moi, c'est un détail, cette histoire de 64 ans, dont on aurait pu se passer. Mais maintenant, les portes de sortie, il va y en avoir, parce que je suis persuadé depuis le début que cette réforme ne passera pas. Et puis de toute façon, il vaut mieux qu'elle passe pas parce qu'il va falloir en refaire une autre dans 3 ans. Donc, c'est pas. Alors, qui osera en faire une dans 3 ans Non, mais je vais. Voilà, exactement. Non, la porte de sortie, il y en a plusieurs. Il y en a d'abord une, c'est le Conseil constitutionnel, puisque cette loi, c'est un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'on a installé pour justement empêcher le Parlement de faire le travail. Et c'est là que Macron, toujours cet autocrate suffisant, en a rajouté pour éviter que le Parlement ne discute du débat. Il a intégré ça dans un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale. Donc, soit c'est une vraie réforme des retraites, soit c'est un détail dans une... Ça ne peut pas être les deux. Donc pour moi, c'est un cavalier. Je pense déjà que le Conseil constitutionnel peut déjà y trouver largement à redire. Ouais. Je ne sais pas si c'est sur la totalité ou sur une partie. Si ce n'est pas le cas, si c'est en partie, donc le Macron, il va peut-être revenir à la raison, au lieu de rester buté. Il peut tout à fait, dès que le Conseil constitutionnel, si toutefois il n'est censuré, que le texte n'est censuré que partiellement, il a 15 jours pour promulguer la loi, et dans l'intervalle, il peut demander, selon l'article 10 de la Constitution, une nouvelle lecture. Et là, il laisse partir, et la loi ne sera pas votée. Et puis voilà, c'est terminé, on arrête. Si toutefois, Macron souhaite l'apaisement. Il y a une autre possibilité. S'il ne souhaite toujours pas l'apaisement et que on peut déposer une motion de censure. Et c'est là que je considère aussi qu'un certain nombre de députés ont manqué d'intelligence politique. C'est que si on avait censuré le gouvernement, qu'est-ce qui se serait passé ? Il débarque Madame Borne, il nomme un nouveau Premier ministre, nomme un gouvernement, et puis ça calme le jeu. Sauf que Macron ne veut pas. Macron considère qu'il a raison contre tout le monde, et donc voilà. Mais le Conseil constitutionnel déjà peut se saisir de ça, et je n'exclus pas le fait qu'il y ait une motion de censure qui soit déposée et qui cette fois-ci sera votée. Alors je voudrais vous poser tous une question, parce qu'on voit bien que cette révolte en France, et j'achète pas mal votre explication sur l'aminage des classes moyennes et moyennes inférieures. Pour autant, en Europe, partout ailleurs, la retraite se prend à 67, 68, 69 ans. Et c'est passé. Je vais vous dire, et ça ne passe pas en France. Oui, je veux dire, qu'en Allemagne, où il y a encore une grosse industrie, je dis bien encore, parce que les pauvres, avec la crise du gaz, il y a du boulot pour les seniors. En France, à 55 ans, vous ne trouvez plus de boulot. Il n'y a plus d'industrie en France, presque. On a réduit ce pays à une base touristique et à une base de services. Et en plus, avec l'informatisation, on a de moins en moins besoin de monde dans les bureaux. Alors, il n'y a pas de boulot pour les seniors. Il y en avoir, mais encore faudrait-il que les employeurs veuillent bien employer. Or, ils ne veulent pas. D'ailleurs, vous remarquerez... C'est ça, ce qui explique que partout ailleurs, en Europe, les seniors trouveraient du boulot, ils n'en trouveraient pas en France. C'est pour ça que ce serait passé ailleurs ? C'est un des éléments, mais il y en a un autre, c'est que c'était censé, cette réforme, au départ, faire l'économie d'un déficit de 16 milliards par an à peu près entre 2025 et 2030, au sommet de la courbe démographique des seniors, avant qu'ils se mettent tous à mourir. Bon. Et le quoi qu'il en coûte, c'est quasiment 500 milliards.
La Banque centrale européenne fabrique les billets comme des petits pains. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une telle tension. D'ailleurs, le corps, l'organisme qui gère les retraites, le corps l'a dit. Il a dit, mais il n'y a pas urgence. Mais sauf que le corps... Il est clair qu'on se moque de nous. Attendez, les 16 milliards, c'était le montant économisé à l'origine. Mais à force d'accorder des cadeaux, ceci, cela, on est à 3 ou 4, on fait c'est grotesque. Et pendant ce temps-là, le Macron, il va en Afrique du Sud, il va dire, je vais vous filer 1 milliard pour ceci. Après, vous vous foutez de nous. Enfin, soyons sérieux. On ne peut pas sérieusement contester que l'évolution démographique étant ce qu'elle est. J'ai jamais dit ça. Je suis pour la retraite à 65 ans, j'ai jamais dit le contraire. Moi, je suis pour la retraite à 75 ans. Enfin, je pense qu'il faut retarder. À mon avis, la loi est très mauvaise. Car moi, je crois que les gens veulent travailler. Et que donc, les gens seraient volontaires pour travailler beaucoup plus longtemps. Donc, je crois que cette loi est très mauvaise. Mais il est un fait qu'il faut que les gens travaillent plus longtemps. J'ajoute d'ailleurs. Ce pourquoi, d'ailleurs, la position de Marine Le Pen est incompréhensible, c'est que c'est assez simple. C'est ou l'immigration ou le décalage de l'âge de la retraite, pour payer les retraites. Je crois qu'il n'y a pas d'autre... Et vous pensez que ça, les Français le perçoivent? Alors non, je crois que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une révolte contre Macron, et c'est pour ça que je n'adhère pas à la sortie de crise telle que la voit Tariq, parce que je crois que ça ne résoudrait rien. Ça résoudrait temporairement. J'ai dit que c'était une porte de sortie pour quelques mois. Là parce encore, que là, on est parti il était pour de la intéressant de de comparer avec 68. Quelle était la solution de 68? Les élections. De Gaulle a gagné les élections. Oui. Aujourd'hui, ça ne marche pas. S'il y a des élections, personne ne les gagne. La seule possibilité, peut-être, la seule possibilité qu'on pourrait imaginer pour le futur, ce serait effectivement une élection avec une candidature de Laurent Berger, qui peut-être, lui, pourrait être élu par une majorité de gens. Vous voulez dire des présidentielles? Oui, présidentielles. Enfin, Macron dit « je m'en vais ». Non, mais c'est difficile à imaginer, non? Pas forcément tout de suite, mais je veux dire, c'est le seul homme politique, si tant est que ce soit un homme politique, qui aujourd'hui est le profil à pouvoir rassembler. Ce n'est pas le cas de Mélenchon, ce n'est pas le cas de Le Pen, ce n'est plus le cas de Macron, et au LR, on ne sait plus très bien qui ça peut être. Alors, Jean-Pierre Colombiès, Laurent Arthur et Tariq. C'est en écho avec ce qu'a dit Pierre-Laurent. Il y a quelque chose qui existe aussi, qui inquiète beaucoup des gouvernants. C'est l'internationalisation de la revendication. C'est-à-dire que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des manifestations et des conflits sociaux qui naissent un peu partout. Et je vous rappelle, et je rappelle à ceux qui ont bien envie de regarder leur livre d'histoire, que tout ce qui s'est passé en France a eu une répercussion internationale. C'est insupportable. Moi, je suis désolé de ce que vous venez de dire sur le fait qu'il y ait des retraites à 67, 70 ans, ça, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis clairement. Pour moi, on ne doit pas se fixer sur les pires des exemples. Je suis désolé. Vous oubliez qu'il y a des gens qui meurent 4 à 5 ans avant les autres, parce qu'ils ont un métier particulièrement difficile. Je pense aux éboueurs, je pense aux flics, je pense à toutes les professions. Donc, non, mais moi, je vous le dis, parce qu'au bout d'un moment, ça commence aussi à monter un petit peu en pression. Parce qu'il y a des gens qui crèvent avant d'arriver à 64 ans, et même avant d'arriver à 60 ans. Alors, c'est bien gentil de faire des politiques fiction sur la base de courbes bénéficiaires ou déficitaires. Mais il y a des vies derrière tout ça. Pourtant, il y a aussi des réalités économiques, Jean-Pierre. Oui, je suis désolé, le financement des retraites aurait pu être en soi compensé par un autre mode de financement. Je vous rappelle qu'en ce moment même, il y a une perquisition dans 4 et 5 banques françaises. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 450 millions d'évasion fiscale. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? 450 milliards, pardon. Du tout, c'est par rapport aux 3 000 milliards. Non, 450 milliards, pardon. Le problème, c'est pas l'évasion fiscale. On va bloquer un pays et on crée une fusion populaire pour 10 à 15 milliards de déficit. Mais de quoi on parle? Il y a deux choses qui sont... Désolé, je m'emporte, mais parce qu'il y a deux choses qui ne sont pas dans le débat. Il faudrait faire une politique nataliste et il aurait fallu commencer à la faire il y a longtemps. Oui, politique nataliste. Ça ne pas de faire des enfants. Attendez. Hollande a décrété qu'il ne fallait plus en faire. Je suis désolé. Ce qu'il a fait en 2013... ménages qui ont du mal à se loger, etc. Et s'ils avaient une aide financière de l'État, ils en feraient des enfants. Ils en feraient. Deuxième chose, on est en pleine révolution informatique et on fait appel à une immigration sous-qualifiée. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les Japonais développent des robots androïdes qui remplacent les travailleurs manuels de plus en plus. Et on est là à parler d'immigration dont on aurait besoin pour payer nos retraites. Mais ça n'a aucun sens. Donc on a un problème de ressources
pour les retraites. Parce que quoi qu'on dise, si l'espérance de vie est à 80-85 ans... Il y a des gains de productivité qui sont déterminants pour calculer tout ça. En 30 ans, la productivité a été multipliée par 5 à peu près. Donc, le nombre de cotisants dont on avait besoin il y a 30 ans est beaucoup moins important maintenant, puisque les gains de productivité, on est multipliés par 5. Il faut tout englober dans l'équation et pas voir ça par le petit bout de la lorgnette. Alors, c'est le mot de la fin, Tariq. Il faut effectivement une réforme globale. Dans cette réforme, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas grand-chose dedans. On s'est arc-bouté sur un détail, mais il faut revoir tout ça. Il faut revoir la natalité. Il faut revoir cette histoire d'immigration, parce que remplacer l'immigration par la natalité, je tiens à le dire, c'est un leurre. C'est une catastrophe. Quel est le département le plus riche de France, contrairement à ce qu'on croit? C'est la Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie parallèle qui est extraordinaire. Et cette économie parallèle, est-ce que vous croyez qu'elle finance les retraites de nos grands-parents? Bien sûr que non. Elle finance les maisons qui font construire au bled. Je vous garantis que ces gens-là, eux, ils ont compris, tout compris à la retraite par capitalisation. Et voilà, non mais attendez, eux ils l'ont comprise, et nous on ne veut pas l'instaurer pour nous. C'est ça le problème. Donc moi je veux bien, exactement. D'ailleurs oui effectivement, il a raison, c'est-à-dire que dans tous les manifs que vous avez ici, il n'y a pas de mouvement social, il n'y a pas de racaille de... Voilà, il n'y en a pas. Et ce sera mon mot de la fin, serait majoritairement rejeté par la gauche, qui est dans la rue. Attendez, majoritairement par la gauche qui est dans la rue, j'en sais rien. Parce que tout simplement, c'est un mot épouvantail. Je n'en sais rien. Ben, c'est un mot épouvantail parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que ça ne soit pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut l'expliquer. Troisièmement, il faut expliquer cette histoire d'immigration. Encore une fois, je vous dis, ils ont très bien compris ce que c'était la retraite par capitalisation. Non, il faut expliquer. Le problème, c'est que les syndicats... Et puis la gauche n'est pas, que je sache, majoritaire dans ce pays. Enfin, je n'ai pas l'impression. Allez, c'est le mot de la fin. Merci. La Seine-Saint-Denis, royaume de la retraite par capitalisation. Voilà. Ça, c'est extraordinaire comme phrase. On en reparlera. Allez, rendez-vous dans quelques secondes. Vous voyez, quand je dis que c'est terminé, eux, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Il va falloir quand même que je serre un peu les kikis. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Rebonjour, deuxième sujet, Vladimir Poutine est maintenant sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Très franchement, c'est un événement inouï. Ça le fait passer du statut d'éminence mondiale à la tête d'un grand pays à paria. On va développer là-dessus, hein, parce que je suis certain que certains ne seront pas d'accord. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on regarde quelles sont les conséquences pour la guerre qui a lieu, et pour la sortie de la guerre, pour les conditions de paix, parce que peut-on faire la paix avec quelqu'un qui est sous un mandat d'arrêt? Et je cède la parole à Laurent Arthur Duplessis. Oui, c'est la première fois que la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre le président d'un grand pays nucléaire, la Russie. Il y a eu le président El-Béchir du Soudan en 2015, qui a failli en 2015 être... d'ailleurs appréhendé en Afrique du Sud où il était en déplacement, mais là, finalement il est parti avant, mais enfin l'Afrique du Sud ne voulait pas trop l'appréhender. Et en fait, il est comique de voir que Washington a applaudi à cette décision de la Cour pénale internationale, alors que Washington n'est pas partie prenante à la Cour pénale internationale. Ouais, ils ont même refusé de la reconnaître, comme la Russie et comme la Chine. Hein. Oui. Et pour cause. Les trois grands membres du Conseil de sécurité, bizarrement, ne n'y sont pas. Hein. Et Washington, tout en n'étant pas partie prenante, dit bravo, bravo, c'est bien. Moyennant quoi, je doute quand même qu'au mois d'août, quand il y aura une réunion en Afrique une réunion internationale, je crois que c'est celle du BRICS, le sommet du BRICS, où normalement Poutine devrait se rendre, je doute qu'on lui mette les menottes. Bon. Cela dit... Il n'empêche que ça devient quand même une menace, Laurent. Ça devient une inquiétude, une menace. 123 pays, alors j'ai peur que ma mémoire me fasse défaut, mais je crois que c'est 193 pays qui sont membres de l'ONU. Et 123 de la Cour pénale ont reconnu la Cour pénale internationale. Hein. Alors, vous imaginez qu'au moment où il est question d'essayer de diminuer la tension en Ukraine, lancer un mandat d'arrêt
contre le président russe, applaudi par Washington, c'est d'une aberration. Alors, il faut reconnaître que ce sont surtout les Européens qui, eux, règnent sur la Cour pénale internationale, les Européens. C'est une cour, d'ailleurs, considérée comme occidentale par les Africains, etc., par le tiers-monde. Ils considèrent que c'est une cour occidentale qui, d'habitude, s'en prend surtout à des chefs d'État africains. Là, que les Européens, Ursula von der Leyen et toute sa clique, aient incité le procureur, M. Kahn, à lancer un mandat d'arrêt contre Poutine, on est dans le délire de l'Union européenne à l'état pur, et évidemment applaudi par Washington. Jean-Pierre Colombiès. Effectivement, ça rappelle un peu, moi, ça m'évoque beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, ce monde un peu fou, où il y a une reine complètement folle qui veut décapiter un petit peu tout le monde, mais c'est un peu la même chose. J'y vois un peu ce réflexe de, il y a d'un côté les bons, les méchants, mais c'est pas aussi net que ça. Mais d'un autre côté, moi, si on lance un mandat d'arrêt contre Poutine, pourquoi pas? Mais alors, il faut lancer aussi un mandat d'arrêt contre tous les chefs d'État autocratiques qui n'ont eu de cesse que de massacrer quelques minorités dès lors qu'elles étaient un peu gênantes. Je pense aussi aux États-Unis, dont je rappelle quand même, et vous le savez tous ici, qu'ils ont attaqué l'Irak sous de faux prétextes, en mentant ouvertement, et non pas dans un quant à soi, mais à la tribune de l'ONU. Donc, à un moment donné, il faut être un petit peu logique, alors qu'on soit dans un antipoutisme. Guantanamo, oui, voilà, avec les éléments contre les États-Unis sont très puissants quand même. On pourrait effectivement... Les bombardements américains en Irak ont fait à peu près 200 000 morts civiles. Oui, tout à fait. Donc, on pourrait très bien envoyer Bush, enfin, je ne sais pas si Bush est encore en état de comparaître quelque part, mais pourquoi pas imaginer que Mohammed Ben Salman, chef d'État saoudien, comparaisse lui aussi pour le massacre des minorités indépendantistes au Yémen, et j'en passe et des meilleurs. On pourrait multiplier, pourquoi pas le président chinois, avec les Ouïghours, les massacres occasionnés contre la communauté ouïghour. Attendez, néanmoins, les éléments contre Poutine sont en train de s'accumuler, et ils sont quand même sérieux. Hein. Les accusations de crimes de guerre, de déportation d'enfants, c'est très documenté, et ce, depuis le début de la guerre. Et il y a des tribunaux, il y a des procureurs, à la fois de la Cour pénale, mais des procureurs ukrainiens, qui enquêtent sur le terrain et qui sont en train de recueillir des témoignages. Je crois qu'il ne faut pas balayer cette accusation d'un revers de main. Hein. Elle peut avoir des conséquences très graves. Très manichéiste. Tariq Dali. Ce n'est même pas le sujet, c'est-à-dire cette histoire est une vaste pantalonnade. Enfin, soyons sérieux. Il est clair là-dedans que les États-Unis, effectivement, se moquent du monde. Ils n'ont pas reconnu ce tribunal et ils veulent envoyer quelqu'un. Enfin, déjà, c'est une aberration. Mais ça illustre surtout la volonté des États-Unis de ne pas finir cette guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas à la fois, vous avez posé la question de cette façon-là, et vous avez raison, on ne peut pas à la fois traduire le type en justice et le mettre en cabane, et vouloir faire la paix avec lui. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas négocier, on ne veut pas arrêter cette guerre. Voilà. Quant à l'Europe, eh ben, l'Europe c'est comme d'habitude, l'Europe qui veut tout nettoyer, l'Europe hygiéniste, l'Europe qui enferme les gens, l'Europe qui veut interdire les voitures parce que soi-disant, etc. Et l'Europe maintenant qui veut nettoyer. Enfin bon, c'est invraisemblable. Alors, on veut faire la morale à la terre. Yves Christen. On ne peut pas dire, évidemment, ça n'a pas de sens, bien entendu, mais on ne peut pas dire que ce soit négligeable. Je veux dire, si cette mesure a été faite, même si Mme van der Leyen est un peu ce que vous avez dit, ça traduit quand même une intention. Et effectivement, cette intention, c'est d'être méchant vis-à-vis de Poutine, bien entendu, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire vis-à-vis de la guerre actuelle en Ukraine ? Il y a deux manières de voir les choses. Celle qu'a dit Tariq, c'est-à-dire le fait surtout qu'il n'y ait pas de paix en Ukraine, parce que plus ça continue, mieux c'est pour les Américains. Il y a la deuxième façon de voir les choses, qui est de se dire que cette guerre ne tourne de toute évidence, a beaucoup d'avantages pour les États-Unis, mais aussi des inconvénients, et que peut-être à un certain point, les États-Unis voudront autre chose que la guerre. Pourquoi ? Parce que parmi les multiples guerres qu'il y a dans le conflit russo-ukrainien, il y a bien sûr une guerre des États-Unis contre la Russie, plus précisément contre l'Europe, contre la possibilité que l'Europe s'associe à la Russie, et cette guerre, les Américains l'ont gagnée, par plate couture. C'est d'ailleurs la seule guerre qu'ils ont gagnée depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il y a au moins une deuxième guerre, qui est la question, j'allais dire, mondiale, qui est le fait que les choses évoluent de telle manière que de plus en plus de pays
prennent leur distance vis-à-vis de l'Occident, et donc se rapprochent. La baisse du leadership de l'Occident, et particulièrement des Américains. Qu'il y a le trio diabolique Russie, Chine, Iran, c'est parfait pour les États-Unis. Ça illustre leur philosophie. Mais à partir du moment où ce trio diabolique est rejoint plus ou moins par l'Inde c'est quand même plus d'1 milliard, bientôt 1,5 milliard de personnes, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, etc. À partir de ce moment-là, cette guerre-là, les Américains sont en train de la perdre. Donc ils doivent être forcément en train de sous-peser la possibilité D'autant plus que les Américains risquent d'avoir également un jour une guerre face à la Chine avec l'invasion de Taïwan et qui ne vont pas pouvoir non plus mobiliser des ressources indéfiniment. C'est pour ça que la thèse selon laquelle on est parti pour une guerre infinie, moi j'ai plutôt le sentiment de penser que les Américains vont avoir tendance à vouloir mettre les freins à un moment. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la convocation de Poutine devant la Cour pénale internationale était le symptôme du fait que les Américains ne veulent pas que cette guerre s'achève. Mais ils veulent peut-être changer d'avis d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Quand ce ne sera plus conforme à leurs intérêts, ils vont dire maintenant on arrête la plaisanterie. C'est ce qui va se passer. Les Américains arrêteront la plaisanterie. Ils ne veulent pas un traité de paix, ils veulent un armistice. C'est-à-dire qu'ils veulent une situation à la coréenne où il n'y a jamais eu de traité de paix. Et ils veulent un furoncle purulent au long cours en Ukraine qui permettent de maintenir une séparation, comme l'a très bien dit Yves Christen, une séparation entre les Européens et les Russes, parce que ça, c'est l'obsession des Américains. Autrement dit, un nouveau rideau de fer, hein, c'est ça? Un nouveau rideau de fer. Qui serait déplacé aux frontières ukrainiennes. Donc, une zone inflammatoire chronique, pour prendre une métaphore médicale, chronique en Ukraine. Donc, pas de traité de paix, mais un armistice. Donc, ils veulent, certes, pas de choc frontal avec la Russie maintenant. Ils ont compris que les armes hypervéloces russes leur ont mis 10 ans de technologie dans la vue. Ils ont mis 125 milliards de dollars dans la recherche et développement pour essayer d'avoir de l'hypervéloce aussi. Ils ne sont pas en état d'avoir un choc frontal avec les Russes maintenant, et puis ils ne veulent pas que ça fasse la part belle aux Chinois qui compteraient les points et qui ensuite remporteraient la mise. Bon. Ouais, bien sûr. Mais ils ne veulent pas non plus que les Allemands, qui commencent à entrer dans une crise économique effroyable, disent à Scholz maintenant, ça suffit, on va voter autrement et on va renouer nos rapports gaziers et nos parts de marché avec les Russes. Or, ça... le sabotage des Nord Stream par les Américains, parce que tout le monde sait que c'est les Américains qui ont fait le coup, tout le monde le sait. Bon. Oui, c'est une manière de dire on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Hein, mais on peut toujours les réparer quand même, les Nord Stream, et on peut toujours avoir un changement de coalition en Allemagne à un moment donné, parce que le peuple allemand en a marre, et avoir à nouveau une hoste politique, comme Willy Brandt l'avait initié, c'est-à-dire une main tendue à Moscou que Merkel a développé envers et contre Washington, hein, Merkel, hein, il faut bien le dire. Hein. Et donc, pour les Américains, il faut cette purulence chronique que représenterait l'Ukraine, cette espèce d'inflammation au long cours. Donc, pas trop d'escalade, mais pas de traité de paix. Et alors, c'est là-dedans que l'affaire Poutine peut s'inscrire. Alors, moi, quand j'ai préparé ce sujet, il m'est venu une idée que je partage avec vous. Et si c'était une voie de sortie que l'inculpation de Poutine? Je m'explique. Le pouvoir change en Russie. Politique fiction. Le pouvoir change en Russie. La monnaie d'échange, c'est « OK, le pouvoir a changé, on vous livre Poutine, vous en faites ce que vous voulez. Il est soumis aux lois et il va finir en gros sa vie en prison. Et en vous livrant Poutine, on se donne les moyens d'arrêter la guerre. » Ça vous paraît un peu fou? Sauf qu'il est plus populaire que jamais, Poutine, actuellement. Oui, la mais guerre... sauf que si la guerre est très coûteuse pour la Russie, et que finalement... Elle le sera bien plus pour l'Occident, parce que toute la propagande qu'on entend là, c'est que les Russes sont à bout de souffle. Mais imaginez que les Ukrainiens sont exsangues, ils ont un niveau de perte insupportable, et d'autre part, l'Occident découvre qu'il n'a pas de stock. Il n'a pas d'obus, il n'a pas de stock. Donc mon scénario, Poutine deviendrait une monnaie d'échange pour aller vers la paix en changeant de... Non. Ils ont résisté à Stalingrad, les Russes, ils ne vont pas faire ça. Hein. On va faire une parenthèse là-dessus. Okay. Oui, pour ça, ça paraît être un scénario fiction, pour une raison historiquement simple. Lorsque les Allemands attaquent la Russie en 1941, Staline est au plus bas.
Je veux dire, le stalinisme ne tient qu'à un fil, pour mille et une raisons, parce que c'est un autocrate et puis que des massacres, enfin bref, bon, il ne tient qu'à un fil. Et l'attaque allemande va réveiller le sursaut russe auquel personne ne croyait. Personne s'imaginait. Et la grande erreur d'Hitler a été de mépriser ça. Parce que si Hitler, au lieu de considérer le Slave comme un sous-homme, était apparu comme un libérateur, toute la Russie se serait levée effectivement contre Staline. Mais ça, il a fait l'inverse. Et il a radicalisé l'opinion publique russe dans son ensemble. Et même les petites minorités contre l'envahisseur allemand. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on l'appelait. Tout le monde s'est rassemblé autour du leader, aussi défaillant soit-il. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé ça la Grande Guerre patriotique et que ça a relancé un élan considérable. Il y a quand même 25 millions de morts russes et pas dû essentiellement aux tirs allemands, mais surtout à l'incompétence du haut commandement et même à la folie d'envoyer, qui consistait à envoyer des régiments entiers contre les Allemands. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est une illusion de croire que Poutine ne représente pas sa nation. C'est complètement fou de le dire. C'est l'inverse. Parce que le peuple russe... C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais je veux dire... J'ai dit que c'était peut-être un signal envoyé à un État parallèle en Russie ou un État profond en Russie. Je veux dire, s'il tombe, Poutine, ce n'est pas les libéraux qui sont tous partis. Ce n'est pas les modérés, les libéraux tous partis en Occident. Ce serait les bien plus durs que lui. Ouais, s'il tombe, ce sera pour les plus durs. Ouais. Le mandat de Poutine expire dans un an. Ouais. Théoriquement, il n'a pas le droit de se représenter. Ouais. Donc si vous faites ça, si vous mettez Poutine en cabane, je peux vous dire que en 2024, il se représentera absent et se fera plébisciter par son peuple. Voilà. Donc non, enfin, j'y crois pas du tout. Je comprends bien. Et je pense d'ailleurs que cette histoire de ces pays va lui donner un argument pour jouer avec la Constitution qui a été modifiée, puisque même le truc est prêt, c'est-à-dire la Constitution ayant été modifiée, on repart à zéro, et donc ça sera son premier mandat. Pour autant, pour Milosevic, qui est le seul dont on n'ait pas parlé, 2 ans après le mandat de la CPI, il était en prison. C'était la Serbie. Tout petit pays. Un géant nucléaire comme la Russie. Je me suis dit, il y a un autre paramètre fondamental, très important. On parle du retournement de l'opinion publique russe. Ouais. Mais je suis désolé, l'opinion publique européenne, elle aussi, évolue. Et partout, on note le mouvement des extrêmes, et notamment d'une radicalité à droite. L'Italie, c'est le précurseur. Mais même en Allemagne, il y a une radicalité qui remonte. Pourquoi l'Allemagne parle de réarmer ? C'est nouveau, ça. Jamais on en avait entendu parler. Alors, il y a le danger russe. On dit, la Russie est là, puissante, nous menace, il faut réarmer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une réalité d'une identité nationale qui se réveille, qui ne se sent pas comptable de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une réalité. On l'a déjà constaté aussi en Autriche. Et je peux vous assurer que ce mouvement, ce ressentiment nationaliste existe partout. En Espagne, en Autriche, en Allemagne. Partout il existe. Et en France, ça monte. Ouais. Ça monte. Ok, on va s'arrêter là et on va garder quelques minutes pour les JO et les difficultés. Donc pour le 3e sujet. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, 3e sujet. Il reste 15 mois, un petit peu plus d'1 an, avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Or, les motifs d'inquiétude se multiplient. Retard dans les transports, on va pouvoir en parler, mais la sécurité, les sites qui ont du mal à être livrés à temps, ou qui seront terminés ric-rac. Bref, à un peu plus d'1 an, est-ce qu'on doit remettre en cause ces Jeux ? Est-ce que c'est exagéré ? Ou est-ce qu'on doit s'inquiéter et quelles sont les mesures à prendre? Allez, qui prend la main? Jean-Pierre. Alors, bon, je ris, mais je ris jaune, parce qu'on n'est déjà pas foutu, aujourd'hui, de régler des problématiques de déstabilisation dans des quartiers entiers, dans des villes entières, et on attend avec beaucoup d'optimisme l'arrivée de centaines de milliers de touristes à l'occasion de ces Jeux Olympiques. 7 millions de touristes sont attendus, 7 millions, entendez-moi, pour les Jeux Olympiques seulement. 3 millions pour les Paralympiques. Oui, alors je peux vous assurer qu'à l'annonce de ces chiffres-là, j'en connais certains, je ne les connais pas tous personnellement, je pense savoir à peu près ce qu'ils pensent. Pour eux,
pour eux, vous leur servez à dîner. Ça va être le dîner des titans. Je peux vous assurer que tous les délinquants de France et de Navarre aiguisent des couteaux, qui vont voir arriver ça comme une manne. C'est la manne biblique, en quelque sorte. Non, on n'est pas prêt du tout. Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment envie de l'être. Il faut savoir que les sociétés de sécurité privée ont du mal à recruter. Il faut savoir quand même qu'on est encore sous les conséquences d'un non-remplacement d'un policier sur deux, d'un fonctionnaire sur deux, depuis Sarkozy. Donc on est toujours en déficit de nombre de policiers. Il faut savoir que la démultiplication des mouvements sociaux épuise les forces de l'ordre. Il faut être clair là-dessus. Je ne pense pas qu'au CRS et aux gendarmes mobiles. Je pense aussi à tous les policiers qu'on dit de proximité, des commissariats, les bacs et autres. Et on parle déjà de supprimer tous les congés annuels l'année prochaine. Donc je peux vous garantir que ça crée une fermentation au niveau du service d'ordre. Mais aussi, on sait très bien, on n'est pas naïf. Enfin, votre motif d'inquiétude, c'est la sécurité, Jean-Pierre? Mais c'est évident. Ben, promenez-vous dans le métro. Descendez du scooter, je vous assure, Franck. Et promenez-vous dans le métro, allez au Trocadéro, allez dans les... Ah bah oui, et pour cause, je vous comprends, parce que c'est à la fois dégueulasse, mais au dernier degré, et insécure, au possible. Donc ne soyons pas naïfs. Quand Darmanin promet 0 délinquance, 0 infraction pour les Jeux Olympiques, bon, ça me fait doucement marrer. Il faut arrêter de cautionner même ce discours politique. Il faut le contredire. Je vais en rajouter dans le problème de la sécurité. Je garde dans la tête les images de la finale de foot qui a été épouvantablement mal gérée. Et moi, en tant que participant potentiel aux Jeux Olympiques, enfin spectateur, pardon, pas participant, j'aimerais bien, spectateur, oui, c'est ça, spectateur potentiel aux Jeux Olympiques, je me dis, mais est-ce que finalement, je ne vais pas finir ma journée avec un coup de matraque sur la tête? Peut-être pas un coup de matraque, mais un rasoir sur le cou pour donner votre portefeuille. Parce qu'on ne le maîtrise pas. Il faut être clair, la délinquance, on ne la maîtrise pas. Encore 2 morts hier. Ce qui s'est passé dans ce match, ce n'est pas une question de délinquance, c'est une question de mauvaise organisation, une mauvaise consigne. C'était des voyous qui voulaient. Non mais Franck, entre assurer le service d'ordre contre des manifestants comme on le voit depuis 2 mois maintenant, ou les gilets jaunes, c'est facile, ils ne sont pas armés en face et c'est des pauvres gens. Mais contre des voyous qui sont armés, motivés, organisés, en bande, vous croyez que c'est facile d'intervenir comme ça? C'est un début de guerre civile. Mais bien sûr. La guerre civile a commencé en France. Vous avez un regard pessimiste sur les Jeux Olympiques en eux-mêmes. J'attire l'attention parce que Macron nous bassine avec les marchés qui demanderaient la réforme des retraites sur 15-16 milliards par an. Vous êtes en train de revenir en arrière sur le sujet. Non, vous allez voir que non. Okay. Vous allez voir que non. Toutes les caméras du monde seront sur Paris, sur les Jeux Olympiques. Ce sera, comme ça vient d'être décrit, un chaos au point de vue de la sécurité. Vous imaginez les marchés, ce qu'ils vont penser de la France. La France n'est pas capable de tenir la sécurité pendant ces Jeux Olympiques. D'abord, l'État de... pardon, vous dites que les Jeux Jeux Olympiques ne peuvent pas avoir lieu. Je pense que dans le pire des cas, ça commencera. Je crois qu'il faut annuler ça le plus tôt possible, mais dans le pire des cas, ça commencera. Mais ça, quoi qu'il en coûte. Oui. Mais je pense que ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. Il y aura de tels problèmes, de tels incidents. Enfin, c'est même pas imaginable qu'on puisse... Écoutez, on voit bien, notre ami dit qu'on peut maîtriser les manifestations, et non, on ne les maîtrise pas bien quand même. C'est déjà ce que le monde entier voit bien que la France est quand même un peu à feu à sang. L'autre jour, il y avait quand même 1000 feux en une soirée, ça fait qu'à Paris. Hein. Donc je crois que déjà c'est une folie de faire des Jeux Olympiques en France, c'est un non-sens. Les Jeux Olympiques, il faut les faire dans des pays en voie de développement, il faut les faire en Afrique du Sud, il faut les faire... Pour l'équipement, vous voulez dire parce que ça fait monter puis ça fait connaître les pays. Ouais. Paris, le monde entier connaît Paris, tout le monde est allé à Paris, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'apporte rien de faire venir des gens à Paris, donc ça ne servait à rien de faire ça. Mais en plus de ça, on a une telle collection de problèmes, de sécurité, plus les revendications. Il y a des voyous dont on nous parlait, mais il y a aussi des gens qui revendiquent. C'est mieux de revendiquer quand ça pose un problème. Or, dans les transports, on n'y est pas. Or, dans les transports, on n'y est pas. Je vais vous dire, il y a quelques années, on a organisé les championnats du monde d'équitation à Caen. D'accord. À Caen. Oui. Il n'a pas été possible d'assurer le transport des gens. Le stade était vide parce que les gens ne pouvaient pas arriver quand. Vous voyez? Donc, on se dit que sur Paris, les Jeux Olympiques, avec tout ce que ça représente, les 7 millions de personnes pour les championnats du monde d'équitation, avec quelques 3 millions de personnes. Imaginez une grève des transports. Imaginez une grève des transports. C'est une catastrophe. Mais vous ne pensez pas que... Ah oui, Tariq Dali, allez-y. Moi, je vais émettre un son complètement discordant là-dessus, parce que je persiste à dire que le machiavélisme des gens au pouvoir est sans limite.
Okay. Je persiste à dire que la chienlit, aujourd'hui, est organisée, que le Macron fait exprès de ne pas envoyer les flics qu'il faut sur les manifs et de ne pas arrêter les tristes cires qu'il y a. Et qu'à contrario, pour les Jeux Olympiques, je vous garantis que le quoi qu'il en coûte va se déverser à flot. Je me fous complètement de l'inflation que ça va provoquer derrière, etc. Il va nous refaire le même coup que pour le virus chinois. Il va dépenser les milliards, les dizaines, les centaines, les millions de milliards. Ben là, je vous dis que là-dessus, il sait qu'il sera surveillé par le monde entier et qu'il ne permettrait pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Alors, je pourrais souhaiter ça, mais je souhaite surtout que d'ici là, on soit débarrassé de Macron. Alors, cela dit, pour autant, Macron ou pas, les responsables des transports en Ile-de-France disent que les Jeux Olympiques, c'est comme s'il y avait 50 matchs au Stade de France le même jour sur tous les sites. Donc c'est parce qu'il y a un nombre de sites gigantesques. Il n'y aura pas un seul flic à Nice, il n'y aura pas un seul flic à Limoges, il n'y aura pas un seul flic à Ribérac en Dordogne, mais ils seront tous là. Je suis persuadé que ça va être un déclencheur d'un stade supérieur de la guerre civile qui a commencé en France. Probablement. La guerre civile va connaître une accélération, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, attendez, hein, le maintien de l'ordre. Hein. Il faut des effectifs, il faut Ils seront tous au même endroit, les effectifs. Il n'y en aura pas ailleurs, on s'en fout. Ça sera la chienlit, la guerre civile ailleurs, on s'en fout. Mais la guerre civile va se déclencher partout, ils ne seront pas des flics. Au contraire, c'est pas... Est-ce qu'au contraire, les Jeux Olympiques ne sont pas un motif de fierté et d'intérêt pour tous les Français, quoi? C'est la fierté là où il y a les Jeux Olympiques, mais si c'est la guerre civile partout ailleurs en France, moi je veux bien. Regardez, ne nous dites pas que vous ne serez pas derrière vos écrans. Les gens qui ont regardé les... assister à l'accélération de la guerre civile en France. Moi, je suis persuadé de ça, parce qu'on va dégarnir les petites moyennes villes pour mettre tout le monde autour des athlètes, et ben vous verrez le désordre et la violence qu'il va y avoir et le chaos dans les petites et moyennes villes. Jean-Pierre Colombiès. Oui, justement, pour alimenter ce que vous venez de dire tous les deux, il y a des choses, parce que moi j'ai des retours du concret, des instructions qui sont données. Premièrement, il y aurait une suppression très probable de tous les congés de l'ensemble des fonctionnaires dédiés à la sécurité, que ce soit les gendarmes ou les CRS ou les policiers. Ou les policiers. Annulation pure et simple et report quand ils pourront. Je rappelle qu'à l'issue du Beauvau, souvenez-vous du discours d'Emmanuel Macron, à l'issue du Beauvau de la sécurité, il ne parle que, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de la création de 8 compagnies de CRS supplémentaires et de 200 et quelques brigades de gendarmerie. Donc effectivement, il va ouvrir la vanne au déficit pour recruter et alimenter des fonctionnaires de police. Troisième et dernière chose, effectivement, il y aura la suppression de quasi tous les événements festivals qui ont lieu habituellement en France. Ça, c'est la grosse inquiétude du monde culturel. Et ils ont raison, et je le sais, parce qu'ils pensent notamment réduire, par exemple, le Festival d'Avignon à quasiment portion congrue, une semaine pour ne pas même peut-être parler d'annulation pure et simple. Donc ça va encore alimenter une fermentation et un mécontentement généralisé. Parce que les services de sécurité sont à flux tendu, ils n'arrivent pas à recruter dans les sociétés de sécurité privées. Et ça aussi, ça pose question, parce qu'il faut savoir que la Macronie n'aime pas le service public. Donc il voudrait que tout ce qui est en rapport avec la sécurité tourne autour des boîtes privées. Je rappelle que Fauvergue lui-même, ancien commissaire de police, a des intérêts dans une boîte privée. Là aussi, ça pose question sur la rédaction du livre blanc. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme aussitôt. Enfin voilà, donc ça va être un casse-tête sans nom. Ça va être, à mon avis, comme a dit Pierre-Laurent, une source de mécontentement généralisée. Il n'y aura rien de bon là-dedans. Et je pense que, fier de quoi? Fier du chaos? Non, je ne crois pas. Mais surtout quand même, je pense qu'il faut bien voir, que même si on recrute une quantité de flics, imaginez quand même l'image de la France comme étant un pays quasi militarisé. Déjà aujourd'hui, ce que l'on voit à la télévision, ce sont des armées de flics dans un système qui est de fait quelque chose qui ressemble à une guerre civile. Donc là, si on multiplie encore, vous imaginez, puisque là, tous les projecteurs seront branchés sur la France, plus les fameux 7 millions de pingouins qui seront venus en France, tous ces gens-là vont voir un pays ultra militarisé. Quelle image ça donne. Mais les gens au pouvoir sont fascinés par le modèle chinois. Rappelez-vous ce qu'ils nous ont fait il y a 3 ans.
Donc en Chine communiste, quand il y a eu les Jeux Olympiques il y a 12 ans, 11 ans, ça n'a pas gêné la Chine de voir qu'il y a des flics partout. Tout était pas la même chose comme philosophie politique que la France, quand même. Macron est assez fasciné par le modèle chinois. Macron est peut-être fasciné, mais enfin, la France est quand même un pays plus léger, etc. Si c'est un pays dans lequel il y a des armées de flics en permanence, ça veut dire que le pays ne peut tenir que parce qu'il y a des armées de flics. C'est ça que ça veut dire. C'est terrible. Pour autant, on peut s'attendre à des images spectaculaires. Je sais que vous aimez l'équitation. Je crois que l'équitation va avoir lieu au bout du Grand Canal à Versailles. C'est extraordinaire. Bien entendu. C'est extraordinaire. Mais s'il y a des millions de gens dans Versailles qui est un véritable gruyère. Pour sécuriser le parc de Versailles, il faut un régiment entier. Vous pouvez rentrer partout au parc de Versailles. Rien que ça. La cérémonie sur les bateaux. La cérémonie d'inauguration sur des bateaux qui défilent sur la Seine. C'est extraordinaire, non? Ce que me disait quelqu'un qui est sorti de l'école de guerre et qui faisait une tournée de stagiaires dans les différents services de sécurité en France. Et il disait, mais qu'on lui a dit que s'il y a une sorte d'embrasement généralisé des banlieues, les forces de sécurité dont dispose la France ne seront absolument pas en mesure de le contrôler. Absolument pas. Et là, vous ne parlez pas des Jeux Olympiques, vous parlez en général. Alors, justement, quand on va tout concentrer autour des Jeux Olympiques, on va laisser un désert sécuritaire dans tout le reste de la France et on va laisser des boulevards à une montée des razzias, des raids sur les centres-villes et des scènes de pillage collectif parce qu'il n'y aura rien à mettre devant. Attendez, est-ce que je suis le seul à être un peu le ravi de la crèche dans cette émission en m'enthousiasmant pour les Jeux Olympiques, en me disant nouveaux équipements, visibilité. Mais encore une fois, le risque n'est pas dans les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques seront hyper protégés. Mais comme l'a très bien dit tout à l'heure Laurent, ça va être un succès, mais avec un coût... un coût faramineux. Et puis comme l'a dit Laurent, ça va attiser la guerre civile dans le reste du pays. Voilà, c'est ce qui va se passer. Organiser les Jeux Olympiques. Non, je crois que ça sera très mal organisé. D'ailleurs, on ne sait pas organiser ce genre de choses. On ne sait pas en France. Ça fait 100 ans qu'on n'en a pas fait des Jeux Olympiques. Hein. Moi, ça me manquait pas. Et ça a changé. Moi, ça me manquait pas. C'est ça. Non, la seule chose sensée que l'on puisse faire, c'est annuler ça le plus tôt possible. Plus tôt ce sera annulé, mieux ce sera. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire, c'était lorsque les électeurs du Colorado avaient refusé que Denver les accueille en 1972. Donc on les a mis à Innsbruck. C'était les Jeux d'hiver. Oui, mais ils n'ont pas été annulés pour autant. Ils ont été déplacés. Ils ont été remis dans une ville qui avait organisé quelques années plus tôt. Voilà, qui avait déjà l'infrastructure. Donc il faudrait les rendre à Londres ou je ne sais à qui, à Rio ou je ne sais pas. Mais bon, j'y crois pas. J'y crois pas. Macron ne les annulera pas. Il est capable d'annuler la visite de Charles III, mais il n'annulera pas les Jeux Olympiques. D'autant que la fameuse finale de football a été organisée au dernier moment. Alors que ça n'était qu'un match de foot. Il faut quand même relativiser. Quand on dit au dernier moment, il y a eu quand même 12 semaines ou un nombre de semaines qui paraît important pour organiser un événement. Oui et non, j'ai envie de dire oui et non. Mais on aurait dû, en théorie, et justement c'est ça qui est inquiétant, on aurait dû pouvoir l'organiser très rapidement. Il aurait fallu concentrer une équipe d'individus, de spécialistes, très vite, sur une sorte de mini-comité pour organiser ça, parce que les gens venaient quand même de l'étranger. C'est pas une Coupe de France, quoi. Les gens viennent pas de France, ils viennent de l'étranger, d'Espagne et d'Angleterre. Donc il aurait fallu sécuriser ça au maximum. On n'en a pas été capable, et c'est gravissime, parce que effectivement, ça ne reste qu'un match. Donc ça veut dire quoi? Dans l'espace-temps, c'est 50 fois très ça, court. Disent les transports. Oui, mais ce sera pire. Pourquoi? Ce sera pire. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus long dans la durée. Parce que le match de foot, ça dure que 2 heures. Disons une après-midi, si on compte le temps d'arrivée des supporters. Non, mais là, c'est sûr. C'est sur 15 jours. C'est rien. Avec un flux attendu de 100% des gens qui viennent en transport en commun. Non, mais c'est que ça va être catastrophique. Donc c'est un flux gigantesque. Je l'ai vécu à Marseille. Franck, je l'ai vécu à Marseille pendant la Coupe du Monde de football. Je peux vous assurer que moi j'ai vu des voyous patrouiller en scooter pour guetter les quarts de touristes qui auraient eu le malheur de s'arrêter à certains endroits qui étaient pris d'assaut. Je peux vous dire que là, sur le Trocadéro, les Champs-Élysées, partout en France, ça va être la chasse aux touristes. D'accord. Allez, on s'arrête là. On va y revenir puisque c'est dans un peu plus d'1 an. Et on se retrouve dans quelques secondes pour les dessins d'Ignace qui a crayonné comme un fou pendant ces débats. A tout de suite, Ignace.
Allez, rebonjour. Très beau dessin d'Ignace. J'ai le privilège de les voir avant de les partager avec vous. Alors, c'est pour ça que ça me fait rire. Tariq Dali, que ce soit au sujet de la réforme des retraites, des JO, et même au sujet de Poutine, il faut virer Macron. Tariq Dali est mono-obsessionnel, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ah, Jean-Pierre Colombiès, qui a vraiment une tête de gaucho. Jean-Pierre Colombiès, contre la réforme des retraites, il faut faire grève pour pas qu'on crève. Absolument excellent. Alors là, c'est moi. Moi, à 90 ans. Franck Tanguy, après, bien après, long time ago, comme dans la Star Wars, bien après la réforme des retraites, 2994e tête à clash. Oui, c'est vrai. On en est au 120e pour ceux qui suivent. 120e. Donc je serai très, très, très vieux. Et très fatigué. Et j'aurai toujours un pull. Alors, réforme des retraites, on voit Babette et Emmanuel qui débattent. Réforme des retraites, qui soutiendra encore Macron? Reste plus que les présidents d'EHPAD. La grande solitude du pouvoir. Mandat d'arrêt à la CPI. Celui-là, je vais me le garder pour moi. Poutine peut affecter, bof, ça casse pas des briques. C'est très très drôle. Et pour conclure sur les JO, merci beaucoup Ignace. Malpropreté, peut-on maintenir les JO? Oui, en inaugurant de nouvelles compétitions, les courses de balayage et le ramassage de bennes à ordures. Voilà, ben ça, on vous annonce un spectacle tout à fait réjouissant pour les JO. Allez, merci beaucoup. Merci messieurs. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Tête à Clash avec, j'espère, un peu moins de problèmes de voix pour ce qui me concerne et le grand talent d'Ignace aussi, toujours aussi saignant. À très vite donc, à bientôt.